La réforme curriculaire dont le processus a débuté il y a plusieurs années a abouti en 2015 à l'adoption du cadre d'orientation du curriculum de l'éducation nationale. Ce document présente les grandes orientations retenues pour les nouveaux curricula. Il préconise l'API, l'approche pédagogique intégratrice pour le préscolaire et le primaire, et l'APC, l'approche par les compétences pour le post-primaire, le secondaire, l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'éducation non formelle. Cette transformation s'est accompagnée par l'élaboration de guides et de manuels scolaires. Des guides et des manuels scolaires élaborés par des auteurs burkinabés et dont le contenu traite des réalités de notre pays. Ce qui facilite non seulement les enseignements, mais aussi et surtout les apprentissages. Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Comment le processus a été mené? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Comment se présente la situation de l'édition des manuels aujourd'hui au Burkina? On en parle dans Mon éducation d'abord. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Pour évoquer la question, nous avons sur ce plateau, à ma droite, Monsieur Richard Guillaume Tony, directeur général du Centre national des manuels et fournitures scolaires, CENAMAF, et à ma gauche, Monsieur Aboubakar Paré, inspecteur de l'enseignement secondaire et secrétaire général du syndicat national des encadreurs de l'enseignement secondaire. Bienvenue à tous sur ce plateau. Merci. Merci, madame. Pour mettre en application ces différentes approches pédagogiques, le ministère en charge de l'éducation a commandité l'élaboration des guides et manuels scolaires qui prennent en compte ces approches dans l'enseignement. Les enjeux et l'effectivité de cette édition endogène dans ce dossier signé Moumouni Wanga. L'édition des manuels scolaires au Burkina date de 1991 avec la reproduction des livres en mathématiques, en sciences physiques et en anglais. Un processus qui a connu un ralentissement, mais qui a repris du poil de la bête avec l'adoption de la nouvelle réforme curriculaire. Cette réforme est fondée sur les approches pédagogiques intégratrices API et par compétences APC. Pour accompagner cette réforme, le département en charge de l'éducation nationale a lancé le chantier de l'édition endogène de nouveaux manuels scolaires. Pour le préscolaire à terme, il va falloir produire 27 cahiers d'activités et guides pédagogiques. Pour le primaire, 90 manuels scolaires et guides pédagogiques confondus. Pour le bilingue, 120. Il y en a aussi pour le franco-arabe, 6. Alors, donc, c'est autant de défis et tirant leçon de l'expérience passée, mais aussi du fait que nous avons l'expertise au niveau local, nous nous sommes dit que cette option s'imposait à nous. L'élaboration et la rédaction de manuels scolaires traduisent la volonté du gouvernement d'imprimer sa marque dans le système éducatif. Cette politique permettra également de tenir compte de nos réalités socio-culturelles de sorte à inculquer des valeurs à la génération future. Aucun autre pays ne peut produire des documents didactiques, des manuels scolaires qui vont, je peux dire, produire le type de citoyens burkinabés que nous voulons. Voilà pourquoi l'État, le ministère en particulier le MENA-PLN, s'est engagé résolument et donc dans l'édition endogène pour raison d'abord de souveraineté nationale et ensuite pour raison de production d'un citoyen modèle, du citoyen modèle que nous voulons à travers l'éducation. C'est le CENAMAF, le Centre national des manuels et fournitures scolaires créé en 1999, qui est chargé de l'édition et la production des ouvrages scolaires. Il a également pour mission l'appui à la conception. Selon le manuel de procédure du centre, les livres sont édités selon 2 sources de travail. Il s'agit de l'édition des manuels conçus par d'autres auteurs sous la houlette du ministère en charge de l'éducation nationale et la commande de manuels par le CENAMAF. Une commande qui fait état des besoins de production ou de réédition par le centre. Et selon l'option choisie,
Une fois que les besoins ont été identifiés, le centre procède à l'élaboration des cahiers de charges, à l'identification des personnes ou les structures chargées de l'édition, puis le chemin de fer à plat et la rédaction des contenus des livres. Le centre évalue les manuels à mi-parcours pour s'assurer de la conformité avec les cahiers de charges et avec les programmes d'enseignement. Ensuite, on vérifie qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte. Est-ce que les manuels élaborés sont conformes à nos réalités, à nos valeurs socioculturelles? Ça, on veille beaucoup là-dessus. Est-ce que les manuels édités sont inclusifs? Ça veut dire qu'ils prennent en compte l'inclusion. Est-ce que les manuels édités sont, par exemple, équilibrés? Par exemple, on ne favorise pas dans le manuel une ethnie par rapport à une autre. On ne favorise pas, par exemple, une religion par rapport à une autre. Tout ça sont des éléments sur lesquels nous veillons lors de l'élaboration des manuels. Une fois que tous ces éléments sont évalués et que nous pensons que nous sommes sur le droit chemin, nous sommes sur le bon chemin, et donc nous achevons l'édition des manuels et nous procédons à une prévalidation. La prévalidation, généralement, nous faisons appel à des acteurs qui n'ont pas participé à l'élaboration des contenus. Bon, c'est-à-dire que des acteurs indépendants assez objectifs qui n'ont pas un parti pris et qui viennent regarder les manuels et qui donnent leur avis, qui font des amendements, etc. Après validation, les livres scolaires sont mis à la disposition de la communauté éducative. C'est une volonté politique qui s'effectue de façon progressive. Présentement, vous avez en circulation des cahiers d'activité du préscolaire pour les 3 niveaux. Vous avez aussi des manuels de français, de mathématiques et leur guide pour les CP1, CP2 sont déjà dans la réforme. Mais nous sommes, par exemple, en attente, ça sera bientôt fait, et la reproduction des manuels pour les classes de CE1 et CE2, par exemple. Voilà, donc c'est progressivement que nous évoluons. Cette réforme curriculaire acquiert le soutien des partenaires au développement, tels que la Banque mondiale à travers le PACE, le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, l'UNICEF, le Parité, le projet d'appui aux réformes institutionnelles et techniques pour l'équité et bien d'autres partenaires intervenant dans l'édition des manuels pour les personnes en situation de handicap visuel. Nous essayons, tant bien que mal, de ne pas baisser les bras dans ce domaine, de relever le défi. Et donc, nous estimons actuellement à environ 50 millions l'édition d'un manuel et de son guide. Parce qu'il faut préciser que si de par le passé, certains manuels étaient édités sans le guide du professeur. Parce que le guide du professeur, c'est quoi? C'est un document qu'on élabore en même temps que le manuel et qui permet au professeur de mieux exploiter le manuel en classe au profit de l'élève pour améliorer l'apprentissage de l'élève. Donc désormais, tous les manuels que nous éditons sont obligatoirement accompagnés de leur guide pédagogique pour améliorer l'apprentissage de l'élève en classe. Donc nous estimons environ 50-60 millions l'édition complète d'un manuel donc du post-primaire et du secondaire avec son guide pédagogique, il faut le préciser. C'est donc une volonté politique qui poursuit son petit bonhomme de chemin avec nombre de défis à relever. Il s'agit entre autres du manque de dispositions juridiques spécifiques au manuel scolaire, de l'insuffisance de l'expertise nationale en matière de rédaction de manuels scolaires et l'insuffisance de manuels sur le marché. Alors, je suis bien entouré par mes esclaves pour justement éclairer cette question. Si on revenait sur les concepts API et APC, et tantôt évoqués, pourquoi ces approches, Monsieur Tony? Tout d'abord, merci de nous inviter sur le plateau de la télévision nationale pour échanger par rapport à l'édition des manuels scolaires. Et pour répondre à votre question,
Il faut dire que le Burkina Faso, depuis l'adoption de la réforme, comme vous l'avez dit dans votre élément, s'est engagé à utiliser de nouvelles approches pédagogiques, notamment l'API, comme on le dit, l'approche pédagogique intégratrice, et l'APC, qui est l'approche par les compétences. Il faut dire que l'adoption de ces approches-là vient du fait qu'il y a eu une évaluation des anciens programmes et qui étaient élaborés selon la pédagogie par objectif, et l'on s'est rendu compte que cette pédagogie-là ne formait pas l'élève comme nous le souhaitions. Parce que la pédagogie par objectif est plutôt basée, sinon met plutôt l'accent sur la mémorisation des savoirs, sans conférer à l'apprenant des aptitudes, des compétences qui lui permettent de résoudre de façon pratique des problèmes qu'il rencontre dans la vie de tous les jours. Et compte tenu de cette insuffisance de la PPO, le Burkina Faso a décidé, donc, pour cette réforme-là, d'engager l'approche pédagogique intégratrice et l'approche par les compétences. Et nous pensons que ces deux approches, qui sont l'API pour le préscolaire et le primaire, et l'APC pour le post-primaire et le secondaire, ainsi que l'enseignement, la formation technique et professionnelle, ainsi que la formation des adultes et l'éducation non formelle, nous permettront de mieux former les apprenants pour répondre aux besoins de la société. Au niveau du syndicat, que pensez-vous de ces approches, M. Paré? Merci beaucoup de nous avoir effectivement associés à ce débat. Donc il faut dire que c'est un long processus qui a démarré avec la loi d'orientation de l'éducation. Ensuite, il y a eu l'adoption des cadres d'orientation curriculaire, les COC. Il y a eu plusieurs réflexions, effectivement, qui ont permis d'aboutir aujourd'hui à l'adoption de l'API et de l'APC. Voilà. Donc, quand on prend la loi d'orientation de l'éducation, l'un des objectifs, c'est de permettre à notre système éducatif d'être cohérent, fonctionnel et adapté aux réalités de notre pays en parlant de développement socio-économique et culturel. Donc déjà, les bases étaient déjà posées pour qu'effectivement, on ait une vision de notre système éducatif. Et comme il a dit, avec la PPO, effectivement, on mettait plus l'accent sur les connaissances, sur les savoirs. Or, avec l'APC notamment, on parle plus de compétences. Voilà, donc c'est pour permettre justement d'être en lien, d'être en phase avec nous-mêmes, nos textes déjà. C'est également pour permettre de nous inscrire dans la dynamique régionale au niveau des pays de l'OMOA que nous sommes effectivement passés justement à ces différentes approches-là. Donc c'est justement pour valoriser également l'expertise nationale et produire, comme vous l'avez indiqué au niveau du reportage, un citoyen modèle. Pour vous, M. Tony, quelles sont les caractéristiques justement de ce citoyen que le gouvernement entend imprimer à travers cette édition? Merci. Le citoyen modèle, c'est d'abord un citoyen qui est responsable, qui peut se prendre en charge de façon autonome, qui est soucieux du bien de son prochain et de lui-même son bien, et qui sait se prendre en charge sur le plan du travail, ça veut dire pouvoir utiliser ses capacités intellectuelles et physiques pour pouvoir se prendre en charge et également contribuer pleinement au développement de la société burkinabé. Pas un citoyen capable de détourner des fonds publics ni de troquer ses frais contre de l'argent. Pas du tout. Non, nous ne voulons pas ce type de citoyen. Nous voulons un citoyen honnête et qui respecte le bien public, qui est soucieux de sa contribution au développement de son pays et qui se bat, qui s'engage pleinement dans le développement de son pays. C'est ce modèle de citoyen-là que nous souhaitons tous et que nous œuvrons à former à travers le système éducatif. Monsieur Paré, en quoi l'édition endogène des manuels scolaires est un atout pour le Burkina? C'est un atout parce que ça permet de répondre aux besoins de notre société. Il faut aussi dire qu'en principe, en termes de coûts, cela peut revenir moins cher à l'État burkinabé. Et ça permet également de valoriser des acteurs de la chaîne de production, notamment les rédacteurs, les auteurs,
Et on a aussi les illustrateurs, on a les maquettistes, on a tous ceux qui travaillent sur la chaîne du stockage et tout. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que les manuels soient produits de façon locale. L'un des éléments essentiels aussi, c'est le fait qu'en termes de contenu, cela nous permet effectivement de décoloniser le contenu même de nos manuels. Pendant longtemps, on a utilisé des manuels qui sont plus ou moins hérités, voilà. Et donc, or, on sait qu'un manuel n'est jamais neutre. Voilà, il y a des idées, il y a des valeurs qui sont distillées et qui permettent d'asseoir une certaine domination culturelle. Alors, quand on permet que des auteurs, des rédacteurs locaux rédigent, conçoivent ces manuels-là, effectivement, on est à l'abri justement de tous ces travers-là. L'édition a commencé depuis 1991. Hein. Actuellement, quel est l'état des lieux que l'on peut faire sur cette édition des manuels scolaires au Burkina? Nous entendons par édition endogène la conduite de tout le processus, depuis son début jusqu'à la fin, par des acteurs, soit du MENA-PLN, ou bien par des acteurs burkinabés. Et cela nous permet d'avoir un contenu et des manuels qui sont conformes à ce que nous voulons. Au niveau du préscolaire, nous sommes actuellement à 12 manuels édités, pratiquement 4 manuels par cycle, notamment par section, première section, deuxième section, etc. Les 3 niveaux. Ensuite, quand on prend le primaire, nous sommes à 6 manuels complètement édités, ça veut dire 3 manuels du CP1 et 3 manuels du CP2. Et en ce qui concerne le CE1 et le CE2, l'édition des manuels est en cours. Il faut dire qu'après le CP1 et le CP2 qui ont 3 manuels chacun, nous avons pour les autres classes 6 manuels. Ça veut dire du CE1 jusqu'au CM2, nous avons 6 manuels. Et pour ces classes-là, il n'y a que les 2 manuels du CE2 et 2 manuels du CE1 qui sont édités. Lorsqu'on passe au post-primaire et au secondaire, nous avons uniquement pour le moment que 2 manuels édités conformément à l'approche par les compétences. Mais lorsque nous parlons ainsi, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas déjà des manuels sur le terrain édités en endogène. Nous avons déjà des manuels, plusieurs manuels qui ont été édités par des Burkinabés et qui sont conformes à nos programmes, même si c'est selon l'ancien programme, et qui sont toujours utiles, qui sont utilisés dans les classes en attendant que nous ayons les nouveaux manuels conformes à tout point de vue à l'APC. Donc au niveau du post-primaire et du secondaire, nous avons identifié pour l'enseignement général, ça veut dire du post-primaire et du secondaire, nous avons identifié selon le curriculum 82 manuels. Et au stade où nous en sommes, nous avons édité 2 manuels que nous allons donner aux élèves dans peu de temps. Et il y a 16 manuels scolaires qui sont en cours d'édition. Et donc, il reste 64 à éditer. Donc, ce qui fait que le chemin est encore long et le défi est toujours grand. Toujours grand. Et c'est dans toutes les matières, les disciplines, M. Paré? À ma connaissance, je sais déjà que sur le terrain, il y a des équipes qui sont chargées de rédiger les manuels en français et en mathématiques. Voilà. Et je sais déjà qu'en anglais et en allemand, ça c'est déjà fait. Voilà. Et il y a également des formations qui sont prévues pour les autres disciplines. C'est une volonté politique très bien accueillie par les parents d'élèves également à travers leur structure fêtière, à savoir l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPES-B. Si la régie permet, nous allons écouter l'avis de M. Souleymane Nia, trésorier à l'UNAPES-B. C'est une très bonne chose parce que quand on veut dire qu'on est souverain, il faut que ça soit à tous les niveaux. Je vous donne un exemple terre à terre. Moi, j'étais à un atelier financé par un projet qui était chargé de concevoir des documents pour l'éducation sexuelle de nos enfants à l'école primaire. Heureusement que nous, parents, on était là-bas. Il y a des choses qu'on avait mis dans le draft 0 que nous, on s'est battu pour qu'on enlève. Et je me rappelle, quelqu'un a dit, faites attention parce qu'il y a des choses qui sont conditionnées par le financement. Donc c'est pour dire quoi? Si c'est nous-mêmes, on sait ce qu'on peut mettre dans les documents là, qui vont aller avec notre vision au plan national, qui vont aller avec la culture burkinabé. Nous avions lu à travers la presse écrite où des anciens se plaignent.
par rapport à des coquilles qu'on rencontre dans des manuels scolaires. Ce n'est pas normal. Et quand on nous dit que c'est des cerveaux au plan local qui se sont retrouvés pour concevoir et aller jusqu'à la production de ces manuels, je crois qu'en tout cas on doit pouvoir venir s'asseoir et revoir comment la forme même des choses pour que les contenus soient corrects. Voilà. Et il y a aussi le fait que les gens se plaignent souvent du fait que ce que souvent on propose ne va pas avec ce qu'eux ils vivent sur le terrain. Voilà une transition pour aborder les difficultés de mise en œuvre de cette édition endogène. Quand on édite chez nous, on sait ce que l'on y met. Malheureusement, il y a des coquilles qui ont été détectées dans des manuels scolaires. Comment expliquer ces erreurs dans des outils d'apprentissage, Monsieur Tony? D'accord, merci. Étant une structure qui édite des manuels, je comprends aisément et je ne justifie pas ou bien je n'excuse pas ces erreurs. C'est inadmissible à la limite, mais il est arrivé qu'on ait relevé des erreurs dans certains manuels et c'est vraiment dommage. C'est pour dire que c'est toute œuvre humaine étant imparfaite, on peut mettre ça sur l'imperfection de l'œuvre humaine, peut-être du manque de vigilance de tous les acteurs qui ont eu à travailler sur ces manuels-là jusqu'à ce qu'on puisse les mettre à la disposition des élèves. Il faut dire que dans ce domaine, c'est vrai qu'il y a eu des coquilles, mais je pense que le principal problème est surtout situé au niveau de notre drapeau national, qui à plusieurs reprises, sur certaines images, est renversé, notamment donc le vert est au niveau de la partie supérieure et le rouge est au niveau de la partie inférieure. Lorsque le ministère a été informé donc, de ces erreurs dans les manuels, des dispositions ont été prises. Tout d'abord, Monsieur le secrétaire général a adressé une correspondance à tous les responsables des structures déconcentrées, et donc je veux dire à tous les enseignants, tous les encadreurs pédagogiques, leur demandant, avec des fiches de renseignement à l'appui, de remonter toutes les insuffisances qui ont été relevées dans ces manuels, afin que le ministère puisse les corriger dans une nouvelle réédition de ce manuel pour les rendre conformes au curricula et surtout les nettoyer de toutes ces erreurs et ces coquilles qui ne sont pas du tout bien. Si on revenait sur le choix même des rédacteurs, le profil de ces acteurs, c'est des encadreurs, c'est des inspecteurs. Oui. Monsieur Paré peut dire un mot? J'ai la chance effectivement de participer à une équipe de rédaction et l'équipe est composée effectivement d'encadreurs, mais également d'enseignants de terrain. Donc des enseignants qui ont une longue expérience de la classe participent justement à ces équipes-là. Par rapport aux petits soucis, aux petites erreurs qui ont été constatées, le reproche peut-être qu'on peut faire au processus, c'est la même chose aussi que le reproche qu'on pourrait faire également à la réforme, à l'APC là, c'est le manque d'expérimentation. C'est-à-dire que quand on prend effectivement l'APC au poste primaire et au secondaire, il y a eu une phase de généralisation qui a été, amorcée il y a 2 ans. Il n'y a pas eu d'expérimentation et du coup on se rend compte qu'il y a des insuffisances au niveau même des curricula. Or, c'est sur la base de ces curricula-là qu'on doit rédiger les manuels. Donc à l'épreuve du terrain, les équipes, que ce soit par exemple en français ou en mathématiques, on se rend compte qu'il y a des insuffisances et il aurait fallu dans un premier temps effectivement relire ces curricula-là et revoir ces insuffisances et permettre justement aux équipes qui vont venir par la suite pour la rédaction des manuels là d'être plus à l'aise. Voilà. Donc c'est en même temps un appel que je lance aux autorités parce que l'autorité même est consciente qu'il y a des insuffisances au niveau des curricula et comme c'est un grand chantier, il y a beaucoup de disciplines qui n'ont pas encore commencé. Ce serait intéressant effectivement qu'on élabore ces insuffisances-là pour permettre aux prochains rédacteurs-là, effectivement, d'être plus à l'aise dans la rédaction. Une réaction par rapport à... Oui, je conviens avec lui. Mais bon, dire comme ça qu'il n'y a pas eu d'expérimentation, c'est pour cela qu'il y a eu des erreurs. Je pense aussi qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne. Parce qu'il y a eu tout le temps a été pris pour pouvoir donc avoir ces curricula et les mettre à la disposition des élèves. C'est vrai que c'est un choix. C'est un choix d'expérimenter les curricula d'abord ou
d'aller de la manière dont le Burkina a procédé. Ça veut dire les écrire, les faire écrire, les élaborer par des spécialistes de la question, en tout cas s'entourer de toutes les précautions et mettre à la disposition des élèves et pour qu'en fin de compte, on puisse voir là où il peut y avoir des insuffisances. Parce qu'aucun curriculum n'est adopté définitivement. Le curriculum est dynamique. Et même si on expérimente, au bout d'un certain temps, il va falloir revenir là-dessus. Donc, dans la presse, on a appris la saisie de plusieurs manuels scolaires qui ne répondaient pas aux critères des manuels scolaires officiels. Qu'est-ce que le ministère, justement, fait pour faire face à ce phénomène? Effectivement, en 2022, la Brigade nationale de lutte contre la fraude a fait la saisie d'environ 6 000 manuels contrefaisants. Et il faut dire que ces manuels sont des manuels officiels dont l'État dispose des droits. L'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dispose des droits exclusifs de reproduction. Ce qui veut dire qu'aucune tierce personne n'a le droit de reproduire ces manuels. Et il s'est trouvé qu'il y a une personne qui a reproduit ces manuels sans cette autorisation. Et c'est dans ce cas que nous parlons de manuels contrefaisants. Cela ne veut pas dire que ce sont des manuels dont les contenus ne sont pas conformes au contenu des manuels légaux, mais c'est la manière de reproduire ces manuels-là qui est illégale. Et c'est pour cela que la Brigade nationale de lutte contre la fraude les a saisis. Et une fois que ces manuels ont été saisis, le CENAMAF a été approché pour d'abord être informé du fait que certains titres dont il a le droit exclusif de reproduction ont été reproduits sans autorisation. Et ensuite, également de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ces manuels qui ont été saisis. Et à ce niveau, nous avons mis en place une commission chargée donc d'étudier, d'évaluer les contenus de ces manuels. Cette commission était composée d'inspecteurs de mathématiques, parce que c'est surtout les livres de mathématiques et de sciences physiques, donc d'inspecteurs, d'enseignants de sciences physiques et de mathématiques qui ont passé au peigne fin les contenus de ces manuels et qui ont délivré un rapport qui dit que les contenus, en dehors de la manière dont le manuel a été fait et de quelques insuffisances liées à la qualité physique, les contenus sont conformes à ceux des manuels que nous avons à la disposition des élèves. Et donc, suite à cela, la décision, avec l'accord de notre hiérarchie, la décision a été prise de mettre ces manuels à la disposition des élèves des zones à fort défi sécuritaire, notamment des élèves déplacés internes. Et c'est ce qui a été fait. Et quels sont les critères d'évaluation pour des manuels scolaires de qualité, Monsieur Tony? Il faut dire d'abord qu'aucun manuel n'est édité sans des cahiers de charges préalables. Avant d'éditer le manuel, on élabore d'abord les cahiers de charges. Les cahiers de charges précisent tout ce qui doit être dans le manuel, aussi bien sur le plan du contenu, sur le plan de l'approche pédagogique, sur le plan de la conformité à les curricula, que sur le plan physique, la qualité physique du manuel. Donc les cahiers de charges déterminent tout ceci. C'est une fois que ces cahiers de charges sont élaborés que nous passons à l'élaboration à proprement dit du manuel. Et donc, il va de soi que lorsque les manuels seront édités, et on va revenir au cahier des charges pour les évaluer. Et nous les évaluons sur quel plan? D'abord, le premier critère d'évaluation du manuel, comme M. Paré l'a dit tantôt, c'est d'abord sa conformité avec les curricula. Parce que le manuel est un outil de mise en œuvre des curricula dans la classe. Il faut que le manuel soit conforme à tout point de vue au curricula dont il sert à la mise en œuvre en classe. Une fois que cela est fait, nous regardons également dans les manuels le contenu. Est-ce que le contenu est correct? Est-ce que le contenu véhicule effectivement des valeurs que nous voulons? Est-ce que le contenu est scientifiquement correct? Est-ce que ça ne véhicule pas également des contre-vérités scientifiques? Ou bien si c'est le français, est-ce qu'il n'y a pas des fautes d'orthographe, etc. Une fois que nous avons regardé ça, nous cherchons à savoir aussi, l'un des critères également, c'est l'inclusion. Est-ce que le manuel est inclusif? Est-ce qu'il prend en compte le genre, l'inclusion,
actuellement, vous allez voir dans nos manuels qu'il y a des illustrations de personnes handicapées. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Est-ce que le manuel ne véhicule pas certains stéréotypes? Donc tout ceci, c'est des critères pour l'évaluation du manuel. Et enfin, après s'être penché sur tous ces critères qui sont donc au niveau du contenu, maintenant on prend en compte les critères physiques. Est-ce que le manuel est durable? Si on doit le mettre à la disposition des élèves, par exemple des CP1, et est-ce qu'il est assez bien fait pour durer un certain temps avant qu'on ne procède à son renouvellement? Parce que tout ceci compte. Si le manuel est détérioré au bout d'un mois ou même d'une semaine, ce n'est pas la peine, ça reviendrait excessivement cher de pouvoir doter tous les élèves de manuels. Voici, sans être exhaustif, quelques critères d'évaluation des manuels que nous utilisons pour évaluer tous les manuels qui sont mis à la disposition des élèves. Vous avez également dit que vous faites appel à des acteurs extérieurs de la production pour avoir un regard plus objectif, si on peut dire. Bon, il ne faut pas voir extérieur au système éducatif. Okay. Parce que, M. Paré l'a dit, il participe actuellement à l'élaboration d'un manuel. C'est un processus de longue haleine qui a commencé depuis plusieurs mois et qui va durer encore. Et une fois qu'il aura fini, il aura tellement travaillé sur ce manuel qu'il ne verra pratiquement plus les erreurs et les fautes et les coquilles éventuelles. Donc nous allons trouver des personnes qui n'ont pas participé une seule fois, ni de près, à l'élaboration de ces manuels. Et il faut qu'on précise, il faut qu'on ajoute que l'évaluation des manuels du post-primaire et du secondaire, nous faisons appel à des enseignants d'université qui viennent pour certifier de la conformité, de la qualité scientifique des contenus qui sont dedans. Monsieur Paré, des recommandations pour améliorer la protection ou la qualité même des manuels scolaires? Il faut d'abord commencer par, créer un cadre juridique réglementaire par rapport justement à la gestion de tous ces manuels-là. Et puis, associer les différents acteurs, les différents partenaires dans le sens de la sensibilisation. Et aussi attirer l'attention des uns et des autres sur certains manuels qui ne sont pas au programme, qui ne sont pas officiels. Parce que dans les établissements, presque dans beaucoup de cas, on voit des enseignants qui produisent eux-mêmes des manuels et qui obligent les enfants parfois à acheter ces manuels-là au détriment des manuels même qui sont officiels. Donc c'est des questions qu'il faut... Il n'y a pas de contrôle à ce niveau? Difficile, voilà. Chaque établissement, chaque enseignant parfois a son manuel et il oblige les enfants à avoir ces manuels parce que il y a des questions pécuniaires aussi, parfois aussi. Donc je pense que l'État doit avoir un regard par rapport à tout cela, parce que tout ce qui est dans ces manuels, il y a certains qui sont bien, mais il y a certains aussi qui ne sont bien, d'autres qui ne sont pas du tout, dont la qualité laisse à désirer. Donc actuellement, ce qui se passe, il n'y a pas de sanction quand on détecte ces genres de manuels sur le terrain? Il y a une loi qui protège la propriété privée intellectuelle et les manuels dont l'État dispose des droits sont protégés. Donc si une personne contrefait ces manuels, la personne s'expose à la rigueur de la loi. Mais lorsque un enseignant produit un manuel et qu'il met à la disposition des élèves, je pense que pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas ce dispositif-là qui permet d'évaluer ce manuel et de le juger conforme ou non conforme à ce que nous voulons. Nous ne disons pas aussi que tous ces manuels produits par les enseignants et les encadreurs pédagogiques sont mauvais. Il y en a même qui sont très bons. Exactement. Parce que la plupart de ceux qui rédigent les manuels officiels, ce sont les mêmes qui rédigent des manuels pour les mettre à la disposition des élèves. Donc ils savent comment il faut faire et ils savent également quel contenu mettre dans ces manuels pour que ce soit conforme à nos curricula, pour que ça puisse améliorer les apprentissages de nos enfants. Des perspectives pour la suite de l'aventure, M. Tony? Le défi de l'édition reste entier. Parce que lorsque nous faisons le point des manuels édités du préscolaire jusqu'au secondaire, nous voyons que nous sommes encore à nos débuts. Quand je prends l'exemple du post-primaire et du secondaire, nous n'avons que 2 manuels qui ont été édités entièrement conformément à la nouvelle approche pédagogique et l'approche par les compétences. Et il nous reste, donc, si je puisse le dire ainsi, plus de 80. Et ça, ce n'est que pour l'enseignement général. Lorsqu'on aborde la question de l'enseignement, la formation technique et professionnelle, alors là,
C'est grave. Bon, je ne dirais pas que c'est grave, le défi est encore plus grave. Parce que tout simplement, là-bas, on a identifié environ 125 manuels. C'est vrai qu'au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, l'approche par les compétences était déjà utilisée. Donc, pour former de bons techniciens, il faut allier la théorie à la pratique. Donc, ce qui fait que, de mon point de vue, l'élaboration des manuels de ces disciplines-là ne va pas prendre autant de temps, sinon ne va pas être aussi difficile que donc celle des disciplines de l'enseignement général. Mais nous nous sommes engagés et nous comptons relever ce défi pour mettre des manuels conformes à notre curriculum et conformes à nos souhaits, à nos valeurs surtout j'insiste là-dessus, socioculturelles, de civisme et de patriotisme à la disposition de nos enfants. Nous acheminons vers la fin de l'émission. Vous avez un dernier mot, M. Paré? Oui, en termes de perspective, c'est d'encourager le CENAMAF dans la formation et le recyclage des différents acteurs de toute la chaîne. Et il faut aussi que l'État accompagne le CENAMAF parce que c'est un grand chantier, comme on vient de le voir. Et donc, sûrement, en termes de moyens techniques et financiers, le CENAMAF va avoir besoin d'appui. Autre élément, c'est par rapport à l'expérimentation dont je parlais. Je pense qu'à notre niveau, nous estimons que c'est important. Et la phase d'expérimentation, parce que quand même un manuel, étant donné que ça coûte cher, il faut nous permettre que ça dure un peu sur le temps. Si on doit faire un manuel et puis au bout de 2-3 ans venir corriger, ce n'est pas intéressant. Le dernier aspect, c'est par rapport au curricula. La qualité d'un bon manuel dépend de la qualité du curricula parce que le manuel n'est qu'un outil de mise en œuvre du curricula. Et donc, moi, je souhaiterais qu'effectivement, cette relecture que les autorités même ont promis se fasse pour qu'effectivement, on ait des manuels de qualité. Alors, merci. Nous sommes au terme de cette émission, une émission qui a porté sur l'édition des guides et manuels scolaires. Merci à vous, chers invités, Monsieur Richard Guillaume Tony, directeur général du Centre national des manuels et fournitures scolaires, CENAMAF, et Monsieur Aboubakar Paré, inspecteur de l'enseignement secondaire et secrétaire général du syndicat national des encadreurs de l'enseignement secondaire. Merci à vous pour vos différentes contributions au débat. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité au programme de la RTB. Comme le dit le sage, les racines de l'éducation sont amères, mais les fruits sont doux. Sur ce, à nous revoir bientôt.